Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Entretien. Brazzaville a abrité le 5e forum Investir en Afrique organisé par le gouvernement chinois, la Banque chinoise pour le développement et le groupe de la Banque mondiale ainsi que le gouvernement congolais. La participation des entrepreneurs à cette grande rencontre d'investissement a été très importante car cela a représenté 52% des participants. À ce titre, nous recevons M. Veron Mankou, président de la fondation Bantu Hub, qui est également un entrepreneur connu au Congo et dans le reste du monde. M. Veron Mankou, bonjour. Bonjour Arsène. Alors, M. Veron Mankou, le forum Investir en Afrique a reçu beaucoup de jeunes entrepreneurs. Le taux représentait 52% du taux de participants à cette grande rencontre entre la Chine et l'Afrique. Vous avez été invité, vous avez présenté un thème dans un panel parce que vous avez été l'un des rares, sinon presque l'unique entrepreneur congolais à participer à son forum et à partager votre expérience. Est-ce que vous pouvez justifier une telle invitation? Il est difficile pour moi de justifier une telle invitation, mais ce que je peux dire, c'est que pour la 5e édition du Forum Investir en Afrique, la Banque mondiale qui co-organisait avec le gouvernement congolais ainsi que les partenaires chinois avait décidé de mettre le numérique au centre des discussions. C'est-à-dire que quel que soit le thème abordé, il y avait toujours une question sur le numérique. Et ensuite, pour le 3e panel, sinon la 3e session, on a décidé qu'on puisse parler uniquement du numérique. Et concernant le numérique, ils ont eu un panel d'invités qui étaient là. Chacun représentant son secteur, on a fait venir d'autres de l'étranger. Et pour le Congo, je n'étais pas le seul participant de ce forum. Il y avait M. Yves Castano, qui est le directeur général de la RPCE. Et bien entendu, je représentais, on va dire, un peu le secteur privé. Mais il faut parfois être un peu immodeste pour le dire. Je pense que le choix de Veron Mankou a été justifié par le fait que nous avons quand même beaucoup d'actifs sur le numérique. Nous avons beaucoup fait et un peu partout, pas seulement au Congo. Quand il y a des conférences, on nous appelle. Donc, ça ne serait pas compréhensible qu'au Congo, chez nous, qui est un forum qui aborde des questions du numérique, que nous ne soyons pas invités. On sait aussi que l'Afrique vous doit sa première tablette tactile. C'est peut-être l'une des raisons. Ça appartient à l'histoire. D'accord. Donc, on reste sur le forum qui a été un grand moment d'échange et de partage. 6 chefs d'État africains ont pris part à cette grande rencontre et le vice-ministre chinois des Finances pour parler justement des investissements en Afrique. Mais les voix s'élèvent quand même pour dire, est-ce que ce n'est pas un forum de trop quand on sait que dans la coopération bilatérale, les pays traitent directement d'égal à égal avec la Chine, même si le président Denis Sassou Nguesso a souhaité une fédération, une solidarité des pays africains pour dialoguer avec la Chine. Est-ce que ce n'est pas un forum de trop? J'ai du mal à comprendre ces critiques qui parlent de forum de trop, d'autres parlent de forum inutile. Vous savez, c'est là où je pense qu'il faudrait qu'on mise beaucoup sur la sensibilisation quand nous faisons des événements au Congo parce que les gens ne comprennent pas. Vous avez des pays comme les États-Unis ou la France, je peux dire que chaque heure, il y a même un forum. Il y a des forums dans des villes, il y a des forums au niveau départemental, il y a des forums économiques. Il se passe beaucoup, même au sein des organisations, des entreprises, il y a des forums d'entreprise, il y a des forums au sein des partis politiques. Parce que, quelle que soit la question, le débat est utile. Nous minimisons beaucoup au Congo l'importance du débat dans son rôle, on va dire, de facilitateur de développement, mais je ne crois pas qu'il peut y avoir des forums de trop. Et concernant les matières d'investissement, il n'y a jamais de forum de trop. Parce que le Congo, même si nous étions un pays qui ne traversait pas une conjoncture difficile, qui ne vivait pas une conjoncture difficile, le Congo a besoin d'investissement. On a besoin d'investissement dans tous les secteurs, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit au niveau dans les énergies, tout ce qui concerne le pétrole, les mines, que ce soit dans l'éducation, bref, on a besoin d'investisseurs. Et dire qu'un forum sur l'investissement est un forum de trop, je pense que c'est une mauvaise lecture. Voyez-vous, c'est comme une femme. Une femme qui passe 24 heures sur 24 à la maison ne peut se plaindre de ne pas avoir de prétendant pour l'épouser. Parce que si vous ne sortez pas, à quel moment ceux qui sont censés venir demander votre main peuvent vous voir? Et idem pour un État. Quand on organise un forum,
c'est pour que les investisseurs viennent dans votre pays pour voir quel est votre potentiel, et il y en a qui décideront sans doute de vous épouser vos projets d'investissement et de marcher ensemble avec vous pour le meilleur et pour le pire. Je ne comprends pas cette polémique parce qu'on est un pays comme le Rwanda qui est devenu une référence dans le business tourisme, on appelle ça, qui à l'époque encore, je me rappelle quand le président Kagame était à la tête de l'Union africaine, organisait un forum pratiquement chaque semaine. Les gens ne se plaignaient pas. Quand il y a un forum, les gens viennent chez vous, découvrent votre pays et voient ce qu'il y a comme possibilité d'investissement. Et n'oublions pas que ce genre de forum aide aussi l'économie locale parce qu'il y a des gens qui vont louer des véhicules, qui vont être dans des hôtels, qui vont consommer dans des restaurants. Donc, au fait, un État ne peut que gagner de cela. Dire que c'est un forum des trop, c'est comme si c'est dire que quand un investisseur veut venir dans votre pays, il va taper sur Google, investir au Congo-Brazzaville. Non, c'est pas cela. C'est plus compliqué que cela parce que quand on veut investir, c'est son argent, on a besoin d'assurance. Et les forums sont des lieux où on peut rencontrer un ministre, on peut rencontrer un président, on peut rencontrer des partenaires. Et ça, on ne peut pas le faire à distance, on ne peut pas le faire à travers une ambassade, on ne peut pas le faire à travers, je ne sais pas moi, Internet, même s'il y a des organismes qui existent comme l'Agence de la promotion des investissements. Les forums sont importants parce que c'est un moment de rencontre, d'échange. Et ce sont ces rencontres, ces échanges qui permettent d'attirer des investisseurs, mais surtout de faire avancer des sujets, des débats sur des sujets assez importants, dont l'investissement de la Chine en Afrique. Doit-on voir dans votre réponse une espèce de ligne de défense quand on sait que vous-même, vous avez initié depuis le mois de mars un forum Voxeco et la première édition a été consacrée sur les investissements? Un peu visionnaire? Peut-être pas visionnaire, mais logique. Je ne suis pas dans une logique de défense, mais vous savez, je pense que je répète encore, il faut qu'on pense à la sensibilisation pour que les Congolais comprennent pourquoi on fait ces forums. On ne fait pas ces forums pour faire le matana, on fait ce forum parce qu'il y a des vraies attentes derrière et ce sont des attentes en termes d'investissement, en termes de développement de pays et tout. Nous, dans le cas de Vox, nous avons lancé un forum économique qui s'appelle Forum Voxeco. Le but, c'était de se dire que le pays est en train de traverser une situation difficile économiquement et que la contribution au changement, la contribution à la résolution de notre problème économique passe par le débat, par l'échange. Il est important d'engager cet échange entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. D'où l'intérêt du Forum Voxeco. Le but, ce n'est pas d'attirer des investisseurs. Le but, c'est de se parler entre Congolais, entre entreprises et institutions basées au Congo pour répondre aux problèmes congolais. Et on ne peut pas parler d'économie ou de développement sans avoir des investisseurs. On ne peut pas parler d'investisseurs sans avoir un environnement propice à l'investissement. D'où l'intérêt pour nous d'avoir fait la première édition de ce forum sur des questions d'investissement parce que c'est primordial. Ça commence par là, c'est la fondation. Et aujourd'hui, quand le gouvernement décide d'organiser, d'accueillir le forum Investir en Afrique, les investisseurs pour venir, il faut un environnement viable. Et nous avons débattu sur ces questions. On a sorti un livre blanc qui a été donné à tous les membres du gouvernement. Peut-être ça a servi pour préparer ce forum ou d'avoir des discussions encore plus intéressantes. Mais on ne peut pas s'avancer sur ce domaine-là en disant que nous avons contribué. Non, nous n'avons pas contribué. C'est comme nous faisons des choses à notre manière et nous partageons avec tout le monde en espérant que chacun comprenne qu'il ne peut y avoir développement sans amélioration de l'environnement des affaires au Congo et il ne peut y avoir développement sans investisseurs. Et donc, je rebondis sur votre précédente question. Le forum Investir en Afrique à Brazzaville tombe à point nommé parce que l'économie souffre et l'économie a besoin d'oxygène et cet oxygène, ce sont des investissements. Enfin, c'est ce que je crois. Tout à fait, oui. Et puis, M. Véron Monkou, il y a beaucoup de mois quand même, on a senti une certaine... vous vous êtes effacé un peu sur le plan médiatique, mais depuis le début de cette année, on vous sent revenir, notamment puisque vous êtes président de la fondation Bantu Hub. Cette fondation a organisé, il y a quelques semaines, une conférence sur le numérique. On sent vraiment que vous êtes en train de revenir. Mais dites-nous d'abord, quel a été le contenu de cette conférence sur Bantu Hub? Dire qu'on sent que je suis en train de revenir, c'est comme si vous êtes vraiment décidé aujourd'hui à quitter votre carcan et à vous relancer. On ne peut pas dire que je suis en train de revenir parce que je ne suis jamais parti. C'est vrai que j'avais décidé de moins faire parler de moi, mais de plus faire parler de mes actions. Et pendant des années, je l'ai fait.
la Fondation Montweb dont vous parlez. C'est vrai qu'on a organisé une conférence récemment, mais depuis 2 ans, nous organisons pour le compte de l'Africa Code Week financé par l'entreprise SAP, qui est une entreprise de technologie basée en Europe. Nous formons des milliers d'enfants sur l'initiation du numérique. C'est vrai que je ne m'affichais pas, mais je laisse toujours parler nos actions. Et en plus, nous avions décidé d'accompagner des entrepreneurs. Moi, personnellement, j'ai décidé d'accompagner des entrepreneurs dans le secteur du numérique, sans pour autant m'afficher. Je n'avais pas besoin de m'afficher, mais je suis content de voir que ces entrepreneurs connaissent le succès. C'est le cas des entreprises comme Tsinda ou bien d'autres entreprises que nous accompagnons personnellement. Oui, c'est vrai que j'avais disparu, mais je suis en train de revenir pour la simple raison que je pense que parfois, il n'y a pas meilleur ambassadeur que nous-mêmes, que soi-même, pour défendre des sujets auxquels nous croyons. Et les sujets qui concernent le numérique, je le crois depuis toujours, ça m'a façonné. Je suis un enfant du numérique et il est important, quand je considère que certains profanent le numérique, que je revienne au devant de la scène pour montrer, pas la direction, mais pour montrer ma vision des choses. Et la conférence sur la FinTech, elle était importante parce qu'il ne peut pas avoir de développement de e-business, de e-commerce sans la finance. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a une carte bancaire, ce n'est pas tout le monde qui utilise le mobile banking. Donc, il était important d'échanger entre nous pour voir ce qu'on pouvait faire. Toujours dans le cas du débat. Nous, on a toujours dans le cas du débat de mettre tout le monde ensemble pour échanger sur ces questions de la finance et de la technologie, donc les FinTech. Et c'est important parce que le rôle d'une fondation comme la nôtre, c'est de rassembler les acteurs autour des questions que nous pensons être légitimes. Et les questions du numérique dans la FinTech, ils étaient tellement importantes qu'on a décidé de sortir de notre zone de confort pour revenir au devant de la scène. Et moi, je suis assez content parce que je peux considérer que c'est une réussite. Réussite dans la mesure où tous les acteurs du numérique au Congo étaient présents. Nous avions le ministre, nous avions la Direction générale du développement de l'économie numérique, nous avons les conseillers du Premier ministre et du chef de l'État sur ces questions numériques. Bref, tout le monde était là pour échanger. Et donc, c'était important de faire cette conférence et c'est important de faire la prochaine conférence qui suivra. Oui, mais c'est vrai, mais ça peut paraître aussi que c'est tellement beau pour que les gens en doutent. Est-ce que ce n'est pas aussi pour rendre des coups sur coups, des coups pour coups? Des coups sur quoi? Pour coups, vous les avez tellement reçus pendant que vous étiez en hibernation, maintenant vous voulez bien les redistribuer. Oh, vous savez, je ne sais pas de quel coup vous parlez. On ne peut pas parler de coups en tant que tel, mais je crois que il ne s'agit pas tant de moi, il s'agit de la vision que je défends depuis longtemps sur le Congo, qui peut être une terre de numérique. J'ai écrit un livre dessus en 2014 pour parler de ce numérique-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font et c'est très bien, mais ce n'est pas toujours assez. Et c'est dans ce cadre que je suis sorti de l'ombre, s'il faut le dire comme ça, mais j'avais pas totalement disparu des écrans, mais je suis sorti pour défendre cette question importante du numérique, notamment avec la FinTech et prochainement avec le e-commerce et prochainement sur d'autres questions. Il est important de défendre ses convictions. Mais pas vraiment pour rendre des coups à ceux qui vous les ont distribués pendant que vous n'étiez pas là, pendant que vous ne vouliez pas parler sur les médias. Je ne sais pas si on peut distribuer des coups. Force est de croire qu'ils n'étaient pas très forts vu que je n'ai rien senti. Monsieur Véron Mancou, on va parler un peu affaires. Monsieur Véron Mancou, on vous connaît en tant que concepteur de la première tablette tactile africaine et ensuite vous êtes rentré quand même dans la fabrication. Vous avez créé une société, VMK, qui devait rentrer dans la fabrication des téléphones portables. Ces téléphones sont connus des Congolais et de l'Afrique aussi. Ils ont été vendus, consommés par les Congolais, préférés, aimés des Congolais. Tout d'un coup, vous avez disparu et le monde est face à de nombreuses spéculations, que vous avez reçu des milliards du gouvernement, que vous avez disparu avec ça, vous avez fermé votre entreprise en jetant des dizaines de travailleurs dans la rue. C'est beaucoup de choses. Maintenant que nous avons la chance de vous avoir, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur toutes ces allégations? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur VMK, que VMK aurait fermé suite à une faillite et tout. Ce que je peux vous dire, c'est que tout cela est faux. VMK n'a jamais fait faillite. Et je vais vous dire ce qui se passe, ou ce qui s'est passé. Nous avions décidé très tôt de nous lancer dans un secteur où il n'y avait personne en Afrique, ce qui explique peut-être notre renommée. Et quand nous nous sommes lancés, tout le monde disait que c'était impossible, que c'était difficile, tout simplement parce que nous n'avions pas l'infrastructure pour le faire ici et nous n'avons pas les moyens pour le faire.
nous avons pris tout le monde de court en trouvant les moyens. Et c'était quelque chose, une grande victoire pour nous d'avoir transformé l'État en investisseur dans la société VMK. L'État nous accompagnait pour faire des tablettes, l'État nous accompagnait sur nos smartphones, l'État nous accompagnait sur notre projet de construire, de monter à Brazzaville une unité de production de smartphones et de tablettes tactiles. Mais ce que les gens ignorent, c'est que oui, l'État nous a aidés. Ce n'est pas des milliards, l'État nous a bien aidés. Mais dans ce que l'État nous a aidés, moi, je n'ai jamais vu l'argent de l'État. Personne dans VMK vous dira qu'on a vu de l'argent de l'État. C'est simple. Moi, je me rappelle encore quand je suis allé présenter le projet au ministre Adada, qui était à l'époque ministre du Développement industriel. Il avait tout de suite accroché, il a dit que je vais vous financer sur mes fonds. Et il nous envoyait voir le ministre des Finances. Je me rappelle à l'époque, je vais avoir, je pense, 24 ans, je suis venu au bureau du ministre des Finances. Le ministre, à l'époque, c'était le ministre Gilbert Ndongo. J'ai présenté le projet, il avait accroché, mais quand il me voyait, le jeune de 24 ans, et quand il voyait la demande que nous avions en termes d'argent, c'était, je pense, c'était $200 000. Il dit non, je ne peux pas vous donner $200 000. Donnez-moi, mettez mes services en contact avec vos fournisseurs et nous, on payera la facture pour vous. En gros, ce que je comprends, j'étais très jeune, donc forcément que ça s'est mis un peu le doute sur cette... Votre capacité de gérer une grosse somme. Une grosse somme. Quand ça a été fait, nous avons fait ce qu'on avait promis. On a lancé la première tablette qui s'appelait Wacy. Ensuite, on a lancé le smartphone qui s'appelle Elikia. Ensuite, on a lancé la gamme Elikia que nous avions connue. Et quand nous sommes repartis vers l'État, à l'époque, c'était le ministre Mvuba, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, qui lui était ministre du Développement industriel. Nous sommes allés le voir pour parler du projet de notre usine, notre unité de production que nous voulions lancer. Et pour la petite histoire, ça se passait à Kigali, parce que le ministre Mvuba représentait le président de la République sur une conférence pour le numérique qu'avait organisé le président Kagame. Et donc, quand nous avions parlé de ce projet, il a tout de suite accroché, il a dit je veux en savoir plus. Nous avons demandé à nos partenaires qui nous accompagnaient depuis toujours de venir s'associer à nous, de le monter pour nous. Ils ont envoyé une facture que nous avons présentée au ministre Mvuba à l'époque, qu'il a présentée au ministre des Finances. À l'époque, je n'avais pas encore 30 ans. Et donc, quand nous sommes repartis voir le ministre des Finances, il a encore regardé, il a dit non, mettez en contact ces entreprises avec nos services et nous allons gérer les choses. Donc, vous n'alliez pas avec votre sac pour empocher de l'argent ou empocher le chèque? Aucune banque congolaise n'a vu l'argent de VMK passer. Je vais revenir dessus, pourquoi je fais cette précision. Et donc, le ministre des Finances a refait le même montage où nous avons mis en contact leurs services et les entreprises qui nous ont accompagnés. Ils ont apporté la facture. Et à l'époque, il fallait donner une partie de l'argent, ensuite une partie, la suite après. Le ministre des Finances, le ministre Ndongo, a débloqué les sous qui a permis de lancer l'opération. Donc, c'est un peu comme si vous avez votre jeune frère qui vient vous voir en disant qu'il veut se lancer dans l'agriculture, par exemple, et qu'il a besoin d'un tracteur. Il a trouvé quelqu'un qui vend un tracteur et que ça coûte tant. Écoutez, c'est pas, vous croyez au projet, mais vous vous doutez un peu de la capacité du jeune d'avoir gardé sa tête sur ses épaules pour gérer ses fonds. Vous demandez à ce jeune, emmène-moi le vendeur du tracteur, je vais le payer et il va te livrer le tracteur. C'est ce qui s'est passé avec VMK. Oui, l'État nous a soutenus, l'État a financé VMK, mais l'État n'a pas donné de l'argent à VMK ou à Veronmanco. L'État a payé nos fournisseurs. Ce qui fait qu'aucune banque qui gérait VMK n'a vu de l'argent de l'État. Mais bon, on peut toujours se renseigner, même au Trésor, tout le monde est au courant de cela. Et il s'avère que quand nous avons lancé notre opération, les Chinois ayant reçu les sous, ça a permis de former notre personnel, ça a permis d'acheter le matériel, ça a permis de monter les installations et tout, mais on n'avait pas payé la totalité de la somme. Malheureusement pour nous, la crise est arrivée et l'État n'avait plus les moyens de suivre. Donc, il nous était difficile, nous. Parce que l'État, c'était votre principal partenaire dans ce projet. Oui, mais vous savez, quand vous avez ce genre de projet, vous avez besoin d'avoir un partenaire stratégique qui a les moyens de vous accompagner. Les grandes entreprises n'ont pas besoin de cela parce qu'elles sont dans des pays où les banques soutiennent ces questions technologiques. Chez nous, les banques ne connaissent pas la technologie, donc ils ne soutiennent pas. Et il était important pour nous d'avoir un partenaire puissant pour nous accompagner. Et ce partenaire puissant, c'était l'État via le ministère du Développement industriel. Donc,
Quand il fallait payer la deuxième tranche de ce paiement, la crise est arrivée, on condamne personne, personne n'avait prévu la crise, on n'a pas pu suivre. Ainsi donc, le partenaire qui nous accompagnait depuis toujours a décidé de bloquer notre collaboration en attendant qu'il soit payé. Et quand vous avez perdu votre seul partenaire de l'autre côté qui vous fournissait des matières premières, qui vous accompagnait dans la formation, qui vous accompagnait dans tout ce qu'il y a à faire, forcément que vous aurez du mal à rebondir. Donc plutôt que de rester, de supporter les charges du personnel et tout ce qu'implique une entreprise, nous avons décidé de faire un repli stratégique. C'est normal un peu quand vous voyez un peu partout, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire ou partout dans le Congo, quand l'économie s'est repliée, beaucoup ne pouvaient plus suivre, ils ont fait un repli stratégique. Mais vous savez Arsène, la sagesse africaine nous apprend que quand il y a l'orage dehors, on ne met pas sa tête dehors, on rentre dans sa chambre, on prend sa couverture, on met sur la tête, et quand l'orage est fini, là, on peut sortir. Et en plein orage, il était difficile pour nous de supporter toutes ces charges-là, toutes les charges que représentait la société. N'oublions pas que quand nous avions lancé l'unité de production, VMK recrutait autour de 200 personnes. Et n'ayant plus le soutien pour continuer ce projet, nous avons dû le stopper. VMK faisait de la production et de la commercialisation. Quand on a stoppé la production, vous avez qu'à finir votre stock. Et quand vous avez fini le stock, ne pouvant plus se réapprovisionner, nous étions obligés de stopper la commercialisation. Et quand nous avons stoppé la commercialisation, nous avons décidé, c'est un choix économique, nous avons décidé de suspendre nos activités. J'ai dit suspendre, pas fermer, suspendre nos activités. Nous avons mis donc tout le monde à la maison. Ça nous a pris quelques temps, mais tout le monde on a payé tout le monde. Donc, quand les gens, j'entends par-ci, par-là, les gens disent que oui, ils ont pris des milliards. On n'a pas pris des milliards, on n'a jamais vu ces milliards. On a investi de l'argent dans notre projet, ce n'est pas des milliards aussi. Quand on dit qu'on a laissé des employés sur le carreau, mais bon, écoutez, je comprends que des gens colportent, c'est dire, c'est par ignorance, sans doute par ignorance, mais je ne suis pas aussi dupe de penser qu'il y a aussi un peu de la mauvaise volonté derrière. Non, VMK n'est pas en faillite, non, VMK n'a pas fermé, VMK a décidé d'hiberner. On va utiliser ce mot hiberner en attendant que tout cela passe, mais nous sommes déjà en train de parler avec des partenaires qui vont nous permettre de rebondir. Ces discussions vont prendre des mois, d'où l'intérêt pour nous d'avoir été au forum Investir en Afrique, parce qu'il y a des investissements dont on parlait là-bas. Donc je disais que nous sommes en train de parler avec des partenaires qui vont nous aider à nous relancer. N'oublions pas que se relancer, c'est d'abord finir la dette que nous avons auprès de nos partenaires pour relancer de nouveaux projets. Ça prendra le temps qu'il faut, mais VMK va relancer. Mais vous savez, nous ne sommes pas la seule entreprise qui a connu de tels déboires dans le secteur même de la technologie. Il y a des entreprises qui existaient, on connaissait les marques sur le marché. À un moment, ces marques ont disparu. Je peux citer à un moment, BlackBerry a eu ce problème, Alcatel a eu ce problème, Nokia a eu ce problème. Et ensuite, on voit que ces entreprises sont en train de revenir quand ils ont fini de se structurer ou de régler leurs problèmes. Donc, VMK n'a pas disparu. VMK se prépare pour un retour et on espère que ce retour sera aussi intéressant pour notre marché, en fait de donner aux gens envie de racheter un produit VMK. Je sais pertinemment que l'absence de VMK a créé un certain trouble parce que nous avions quand même plus de 100 000 clients. On oublie, nous avons plus de 100 000 clients au Congo et ailleurs. Et on a laissé 100 000 orphelins, on va le dire, mais nous nous préparons pour revenir. Nous allons revenir, sans doute, peut-être sous une autre forme, mais nous allons revenir. Peut-être que ce n'est plus moi qui serai manager, je serai peut-être concentré à faire mes champs ou je ne sais pas quoi, mais VMK va revenir. Je ne peux pas dire quand. Et nous donc, y travaillons. La dette sociale de VMK aujourd'hui, c'est réglé ou bien il n'y a pas de dette sociale chez VMK. À ce que je sache, il n'y a pas de dette sociale chez VMK. Quelqu'un qui vous dira que VMK lui donne de l'argent pour avoir travaillé chez VMK, c'est un menteur. Je vous le dis, sans cligner les yeux, il n'y a pas de dette sociale chez VMK. Cette histoire a été montée de toutes pièces par des gens qui voulaient nuire à notre image. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Que VMK, c'était des histoires des Chinois. Quand VMK n'était plus une histoire des Chinois, ils ont pris de l'argent, ils ont mis des gens dehors. Tout ça, c'était pour nuire à l'image de VMK. Parce que dans ce pays, apparemment, je l'ai compris à mes dépens, un entrepreneur n'est bon que quand il est sali. Mais une fois de plus, je dis que c'était de la mauvaise volonté, peut-être de l'ignorance. En tout cas, il y avait vraiment une volonté de nous nuire, mais ça ne marche pas. Ce qui est arrivé,
On le regrette, mais c'est la faute de personne. On va dire quoi? C'est la faute à la crise? Non, c'est trop simple, c'est la faute de personne. Les cours du pétrole ont chuté, l'économie n'avait plus les moyens qu'il fallait, l'État a décidé de se concentrer sur d'autres secteurs prioritaires, la santé, bref. Continuer à investir dans VMK n'était plus une priorité. C'est cela, VMK. Donc je dis qu'il y a eu beaucoup de faux qui ont circulé dans VMK, juste pour nous nuire. Mais dès le départ, VMK a été toujours confronté par la mauvaise volonté. VMK, c'était les Chinois. Et quand on a disparu, ils sont passés où? On ne voulait pas de nous. Quand on n'est plus là, on nous cherche. Les histoires des Chinois, mais aujourd'hui, tout le monde achète du Techno ou de Itel, qui sans doute sont des meilleurs Chinois que ceux que faisait VMK. C'est de la mauvaise volonté. Je répète, ce n'est que de la mauvaise volonté. Parce que ceux qui connaissent la réalité sur VMK, au niveau de l'État, ministre plus haut, ils savent, ils ne parlent pas. Mais ceux qui parlent, ce sont, je pense, ceux qui ont juste intérêt de s'attaquer à moi personnellement ou au symbole qui était VMK pour le Congo et pour l'Afrique. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en accommode bien. D'accord. Donc, c'est clair, le message du président directeur général de VMK. La société n'est pas fermée. Au contraire, il y a un retour qui se prépare. L'écosystème économique du pays jouant son rôle, donc rien de tout ce qu'on a pu entendre. On va revenir dans votre domaine qui est donc le secteur numérique, qui a été au centre du forum Investir en Afrique qui s'est tenu à Brazzaville. Quelle perspective on peut se faire du numérique au Congo là, vraiment pour terminer? Pour terminer, je vais dire que le numérique a besoin de 4 choses. C'est vrai, c'est dense, mais moi je vais résumer cela en 4 choses. Premièrement, la sensibilisation. Il ne peut y avoir un marché sans sensibiliser. On doit sensibiliser les acteurs privés comme les acteurs publics à travers des initiatives comme des conférences. Nous faisons des conférences, c'est une manière de sensibiliser. Comme l'initiation au numérique. Nous, par exemple, dans notre cadre, nous avons formé plus de 20 000 enfants à Pointe-Noire et à Brazzaville sur le numérique via la création des jeux vidéo. Des initiatives de sensibilisation doivent être généralisées. Il doit en avoir tout le temps pour que les Congolais comprennent les enjeux du numérique. Ensuite, il y a de la formation. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'impossibilité, la difficulté que nous avons à trouver du contenu, la difficulté que nous avons à transformer notre administration en e-administration. Tout cela, c'est parce qu'il nous manque des talents, il nous manque des entreprises qui ont des personnels qualifiés pour cela. D'où l'intérêt de formation. Il ne peut y avoir développement du numérique dans un pays sans formation. Tout ce qu'ils pensent, c'est utopique. Après cela, c'est l'accompagnement. L'accompagnement peut être multiforme. Ça peut être, par exemple, pour l'État, pour permettre, par exemple, aux entreprises d'avoir accès au matériel informatique, à l'outil informatique à des prix moindres. Ça peut être l'État de permettre aux opérateurs d'investir dans de nouvelles infrastructures via des facilités administratives, financières, douanières, fiscales et tout. Ça peut être aussi la création d'un fonds de garantie pour permettre aux startups, aux jeunes entrepreneurs de lever des fonds. Ça peut être aussi de l'accompagnement des structures comme des accélérateurs ou des incubateurs pour accompagner les jeunes. Mais plus que la sensibilisation, plus que la formation, plus que l'accompagnement, il y a de la volonté politique. J'ai la chance d'avoir été d'abord dans le privé. Ensuite, je suis venu dans le secteur public parce que j'ai été conseiller du ministre des Postes et Télécommunications de l'époque. Et ensuite, je suis venu dans le privé. Vous savez, quand on est dans le privé, si quelque chose n'avance pas, c'est parce que vous n'êtes pas bon. Parce que vous n'êtes pas la personne adaptée ou vous n'avez pas les capacités nécessaires. Mais dans un État, quand les choses n'avancent pas, ce n'est pas toujours parce que des gens, c'est un problème de casting ou il y a une mauvaise volonté. Non, ça prend du temps parce que parfois, pour faire aboutir de projets, on a besoin qu'il y ait des textes, des lois, on a besoin qu'il y ait de la ressource, donc trouver de la ressource via une loi de finances. Bref, c'est un circuit qui peut prendre pour d'autres un ou 2 ans. Et ce qui fait que pour ceux qui sont pas acteurs, ceux qui sont spectateurs, ils se disent que si ça n'avance pas parce que il n'y a pas de la volonté, parce que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas outillés ou qualifiés pour cela. Non,
la première des choses, j'ai fini par cela, mais la première des choses, c'est la volonté politique. Sans volonté politique, il n'y a pas de développement numérique parce que c'est l'État qui vote les lois, qui se bat pour faire passer les lois. C'est l'État qui lève les fonds. Même quand il s'agit d'un partenariat public-privé, c'est l'État qui est au centre. Et nous avons la chance, je sais assez bien, nous avons la chance, c'est qu'au Congo, il y a une vraie volonté sur le numérique. Aujourd'hui, les bases sont posées, on est à la recherche des financements et la construction des infrastructures numériques se poursuit aussi dans le pays. On pense que les perspectives sont assez bonnes. La construction des infrastructures se poursuit dans la mesure où il y a 10 ans, quand on disait que la fibre va arriver, tout le monde était impatient. La fibre est là, Pointe-Noire est connectée. Aujourd'hui, il y a via Congo Télécom, il y a ceux qui ont la fibre à la maison, mais il n'y a pas que Congo Télécom. Le secteur a vu l'entrée d'un nouveau lecteur qui s'appelle GVA, qui a aussi une offre fibre optique. Nous avons, dans le cadre du projet CAB, Central Afrique Backbone, on a l'État l'État avec la Banque mondiale, ils ont financé la fibre qui quitte le Congo jusqu'au Gabon en passant par... Enfin, on a vu il y a quelques années, je pense, c'était l'année dernière, ou je pense 2017, où cette fibre entre le Congo et le Gabon a été inaugurée. Il y a une fibre qui va être construite entre le Congo et le Cameroun parce que le projet Africa Backbone a eu une nouvelle enveloppe pour se développer. Nous avons peut-être pas... C'est pas très numérique, mais c'est basé sur le numérique. Il y a la TNT qui je pense, va être lancée parce que l'opérateur qui s'en occupe, StarTime, que nous connaissons bien, avec qui nous sommes en train de travailler, avec le projet, qui travaille sur le projet 10 000 villages, par exemple, StarTime a installé les infrastructures. Donc, je pense que ça va peut-être pas assez vite, comme on l'espérait, pour une simple raison, on n'a plus assez les ressources. C'est d'où l'intérêt pour nous de faire venir les investisseurs. Donc, encore une fois, un pays ne peut se développer seul, un pays a besoin des investisseurs. Pour faire venir des investisseurs dans nos pays, il faut des forums, il faut des actions de communication économique, il faut du business tourisme. Si on n'a pas cela, rien ne se fera. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tous ces points, sur la situation du numérique au Congo, puisque vous avez participé à la 5e édition du Forum Investir en Afrique en tant que panéliste. Vous avez expliqué, vous avez partagé votre propre expérience sur ce domaine. Merci aussi d'être venu nous éclairer sur la situation de VMK. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Entretien. Mesdames, Messieurs, au revoir.